All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait le système Xi'an Adour, et non je dirais pas son nom en Xi'an, j'ai déjà assez de mal comme ça avec la prononciation de l'anglais. Ce système a été visité pour la première fois par les humains en 2531 quand une pilote humaine nommée Tessa Morrison l'a découvert depuis le système Baker, et elle a vite déchanté quand elle a vu que des vaisseaux Xi'an patrouillaient déjà dans le système. Le lendemain de sa découverte, un détachement de la flotte de l'UPE était déjà autour du point de saut dans le système Baker. Un éclaireur Xi'an a bien emprunté le point de saut vers le système Baker pour leur faire une petite visite, mais devant les caméras de télévision de tout l'Empire, la marine a préféré faire preuve de prudence et a laissé l'éclaireur repartir. Au cours des années suivantes, il est devenu très clair que les Xi'an n'étaient pas encore installés dans le système Adour. Les humains se sont donc rués dans ce système pour en exploiter les ressources, mais les Xi'an y circulaient aussi librement et c'était qu'une question de temps avant qu'un incident éclate. En 2542, le haut commandant de la flotte, Gianna Perry, a décidé que tous les systèmes reliés à des systèmes Xi'an seraient placés sous la responsabilité de la flotte de l'UPE afin de protéger le reste de l'Empire en cas d'attaque. Ces systèmes ont donc formé la ligne Perry et sont devenus interdits aux civils. Comme tous les autres systèmes de la ligne Perry, le système fut renommé avec un nom de dieu de la guerre. En l'occurrence ici, Adour est le dieu de la guerre chez les ancêtres des Hongrois. Les entreprises qui avaient déjà investi dans le système ont été mises dehors, et le gouvernement de l'UPE a vite commencé à collectionner les procès jusqu'à ce qu'Ivar Messer arrive au pouvoir en 2542 et les annule tous. Pendant plus de 2 siècles, les militaires humains ont visité le système Adour uniquement dans le cadre de patrouilles pour surveiller les Xi'an, jusqu'à ce qu'un sénateur parvienne à rencontrer l'empereur des Xi'an pour signer un traité de paix en 2789. Les systèmes de la ligne Perry ont donc été partagés entre les Xi'an et les humains, et Adour est revenu aux Xi'an. Il a souvent été dit que les systèmes de la ligne Perry formaient un no man's land, mais c'est pas tout à fait vrai. Pendant la guerre froide entre les Xi'an et les humains, ceux-ci ont déserté les systèmes de la ligne Perry par sécurité, mais pas les Xi'an. Adour 1 était utilisé par les Xi'an comme camp de travaux forcés pour leurs prisonniers, le système Indra servait de centre de livraison, le système Pallas était utilisé pour des recherches scientifiques, et le système Virtus avait carrément été donné à un syndicat du crime. C'était fait exprès de la part des Xi'an, car si la guerre avait éclaté, la perte des systèmes de la ligne Perry aurait eu peu d'impact sur leur effort de guerre. Enfin, en 1942, l'entreprise ArcCorp a surpris tout le monde en annonçant un partenariat avec le gouvernement Xi'an pour la terraformation de Adour 2 et 3. ArcCorp devait fournir les matières premières et les Xi'an se chargeaient de la terraformation. On ne sait pas pourquoi les Xi'an ont fait appel aux humains et on ne sait pas non plus ce qu'ils comptent faire de ces planètes, mais la rumeur la plus courante dit qu'ils veulent transformer le système en centre industriel. Mercredi, CIG a publié une série de vidéos sur sa chaîne YouTube en guise de tutoriel pour les nouveaux joueurs, afin de leur présenter les fonctionnalités basiques du jeu. Il y a un peu plus de 25 minutes de vidéos qui présentent les contrôles actuels en 3.4.3, donc sans le nouveau modèle de vol qui arrivera en 3.5. Selon Tyler Witkin, un des community managers, ces vidéos sont destinées à être mises à jour au fil des mois, au fur et à mesure des mises à jour du jeu. Jeudi, l'émission Around the Verse a présenté les derniers progrès de la mise à jour 3.5 et une petite surprise. Sur les personnages, Jeremy Ali et Josh Herman nous ont parlé de Tessia Pacheco, un nouveau PNJ qui nous donnera des missions sur ArcCorp. C'est une ancienne employée d'une entreprise de sécurité privée qui a été licenciée après un grave accident de vaisseau. Ça l'a considérablement affaiblie aussi bien physiquement que mentalement, mais elle ne souhaite pas qu'on le remarque, ni qu'on la remarque elle. Donc en général, elle cherche plutôt à faire profil bas et se déplace avec une capuche. Et le reste de ses vêtements se compose d'éléments de protection qui lui donnent un côté vétéran à qui il vaut mieux pas chercher des problèmes. Ils vont essayer de lui donner une coupe de cheveux assez unique par rapport à ce qui se fait déjà dans le jeu. Ils ne savent pas s'ils y parviendront avec ce qu'ils ont déjà développé, mais si c'est pas le cas, ça ne repoussera pas la sortie de ce PNJ à la 3.6. Ensuite, on a pu voir quelques images de 2 des 4 nouvelles armes qui arriveront dans cette 3.5. D'abord, ils nous ont montré le S71, un fusil d'assaut qui sera adapté pour le tir à longue distance grâce à son optique. Son mode de tir par défaut sera coup par coup et on pourra sélectionner un mode en rafale dont on a vu le résultat. Et on a aussi pu voir quelques images du Coda de Castak Arms, un pistolet à 6 cartouches avec un recul extrêmement violent. Et pour finir, on a pu voir une petite démonstration de leur premier prototype de caverne pour les lunes et les planètes. Ils ont bien précisé que tout ce qu'on voit est à l'état de prototype et que c'est exceptionnel pour eux de nous montrer ça aussi tôt dans le développement. Pour mettre au point ce premier prototype, ils n'ont pas eu à développer de technologie supplémentaire. En effet, ils ont utilisé leur outil de génération procédurale de station spatiale, sauf qu'au lieu d'y mettre des pièces, des couloirs et des escaliers en métal, ils ont utilisé de la roche et quelques assets créés pour l'occasion. Certaines de ces cavernes seront explorables avec des véhicules, certaines carrément avec des vaisseaux, d'autres pourront être explorées seulement à pied, et certaines nous forceront à ramper et peut-être même à nager.
Pour l'instant, on est encore très loin d'avoir des cavernes chaotiques quasi impossibles à explorer. Leur algorithme de génération procédurale qui était adapté pour les stations spatiales devra certainement être amélioré pour prendre en compte la génération de cavernes un peu plus sophistiquées que ce qu'on voit ici. Car pour l'instant, leurs cavernes sont extrêmement structurées à tel point qu'on distingue bien les zones où on pourra circuler à pied sans obstacle et les zones accidentées où on ne pourra pas grimper. Encore une fois, c'est un prototype assez récent, mais à mon avis, on aura droit à une petite exploration de cavernes en rover à la CitizenCon de cette année. L'émission Reverse the Verse de vendredi ne comportait pas de nouvelles informations car Josh Herman n'était pas là pour répondre aux questions des backers, mais pour modéliser en direct un modèle de casque potentiel pour les Banu. Donc si ça vous intéresse de voir comment on fait ça sous ZBrush pendant 1 heure, n'hésitez pas. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur les personnages de la mise à jour 3.5, tout a progressé, surtout la personnalisation avancée des personnages. Sur les environnements, ArcCorp est presque terminé, les 2 lunes d'ArcCorp ont eu des tâches supplémentaires, et la zone 18 peine à progresser puisque depuis plusieurs semaines, une tâche de plus est ajoutée dès que 2 tâches sont accomplies. Sur le gameplay, tout ne sera certainement pas fini pour fin mars, mais la version 2 des radars pour les véhicules et les améliorations des dégâts à distorsion ont été terminées. Sur les vaisseaux, les progrès sont encore une fois très minces, et le Banu Defender a été repoussé à la 3.6. Il a été remplacé par une nouvelle variante pour le Hornet qui est déjà finie. Enfin, sur les technos nécessaires, la gestion des projectiles a progressé de 18% cette semaine. Et pour finir, sur Squadron 42, les progrès sont encore une fois très minces, mais on a 2 tâches bouclées cette semaine, la version 2 des effets des armes prévue pour le second trimestre et les améliorations des dégâts d'armes à distorsion. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Il y en aura malheureusement pas la semaine prochaine car je vais avoir un week-end ultra chargé, donc je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là portez-vous bien citoyens.